Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dans cette vidéo, on va découvrir toutes les possibilités d'investissement que vous avez. À chaque fois, on va voir ce que c'est, les avantages, les inconvénients, le couple rendement-risque qui va s'exprimer en combien de pourcentage vous allez pouvoir gagner, mais aussi perdre. On reviendra sur cette notion. Cette vidéo est vraiment une mine d'informations et pour que ce soit plus facile pour vous, pour que vous puissiez y revenir, je l'ai chapitré. Dans un premier temps, pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, rappelons ce que c'est qu'un investissement, en tout cas ma vision de l'investissement. Vous avez peut-être déjà vu ce cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, et je vais m'en servir. Il y a 4 façons de gagner de l'argent. La plupart des gens sont employés, donc ils échangent du temps contre de l'argent, ou alors ils sont indépendants, ce qui correspond également à échanger du temps contre de l'argent, mais généralement un peu plus, en tout cas si ça fonctionne. Ensuite, il y a les entrepreneurs qui, eux, dirigent des sociétés. Ils ont un système. Donc là, ils tirent leurs bénéfices de l'exploitation des gens. Je ne juge pas, hein, ce n'est pas ni bien ni pas bien, ce ne sont que des faits. Et on a les investisseurs qui ont des investissements, qui échangent de l'argent contre plus d'argent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va être une notion fondamentale. Ici, on va parler uniquement d'investissement de revenus passifs et non pas de gestion active. Sinon, ce serait échanger de l'argent et du temps contre plus d'argent. Nous, on veut juste quelque chose qui se fasse une fois et qui ensuite nous permettra de récolter les fruits de nos investissements. Une fois que tout ça est dit, quels sont les investissements possibles pour nous? Je les ai catégorisés en 6 parties. On va d'abord avoir le cash. Ensuite, on va avoir les placements sûrs, ou en tout cas quasi sûrs. On va avoir l'immobilier, les actions, les placements alternatifs et enfin les crypto-actifs ou alors crypto-monnaies. Dans chaque partie, il y aura plusieurs sous-parties pour que l'on puisse vraiment découvrir à chaque fois au mieux de quoi on parle, les avantages, les inconvénients, est-ce que c'est fait pour vous ou non, selon votre profil d'investisseur. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas encore, j'ai une vidéo dédiée pour ça, je vous invite à aller la voir. On commence directement avec le cash. Quand on parle du cash, on parle tout simplement de l'argent qu'on a sur nos comptes en banque, ce qu'on appelle des liquidités. Concrètement, si vous laissez votre argent sur un compte courant, il vous rapportera zéro. Et avec l'inflation, vous allez perdre de l'argent. Et c'est dommage puisque en France, on a des livrets qui peuvent nous rapporter des intérêts garantis et sans fiscalité supplémentaire. Alors pourquoi s'en priver? On a les deux livrets phares, donc le livret A et le LDDS, le livret de développement durable et solidaire, qui nous rapportent aujourd'hui, mais attention, ces pourcentages ils sont revus continuellement en fonction de l'inflation. Normalement, c'est bloqué jusqu'en 2025, mais on ne sait jamais. 3% garantis annuellement. Et on va avoir un plafond maximum hors intérêt qui sera de 22 950 pour le livret A et 12 000 pour le LDDS. C'est pareil, les plafonds sont amenés à augmenter avec l'inflation. Ils sont gratuits à ouvrir. C'est la première étape pour votre épargne, c'est de mettre votre épargne de sécurité sur votre livret A et votre LDDS. Aucun frais, vous pouvez vous faire des virements directement, sans frais également. Donc pour votre épargne de sécurité, c'est indispensable. Et c'est même possible de le faire avec des banques en ligne. Ensuite, on va avoir le livret d'épargne populaire qui est à 6%, lui, et un plafond à 10 000 euros. Alors il est bien plus rentable, hein, vous voyez 6%, mais lui, il a une condition de revenu pour pouvoir l'obtenir, qui change en fonction de votre condition, si vous êtes marié, pacsé, etc. En gros, il ne faut pas gagner beaucoup d'argent, sinon vous n'avez plus le droit au livret d'épargne populaire. Ensuite, toujours dans le cash, on a des livrets qui sont conçus pour l'immobilier, avec un rendement moins important, mais qui vous offrent d'autres avantages si jamais vous voulez acheter à un moment, ça peut vous offrir des prêts à moindre coût. Ça peut être intéressant à la limite si vous avez déjà vos livrets A et LDDS de vraiment complet. Les taux de ces deux livrets, donc le PEL et le CEL, ont été aujourd'hui augmentés à 2%, sauf que par contre, il y a une fiscalité sur les intérêts. Donc c'est même pas 2%, ça va être moins que ça. On aura donc d'autres opportunités pour investir mieux cet argent qu'en le mettant dans un PEL ou un CEL. En tout cas, c'est mon avis. Alors, les avantages et les inconvénients du cash. Comme je vous l'ai dit, pour mettre votre épargne de sécurité, le cash, il n'y a rien de mieux sur les livrets A et LDDS, et LEP bien sûr si vous pouvez. Lutte contre l'inflation, les taux changent et augmentent ou diminuent d'ailleurs en fonction de l'inflation.
Ces livrets, ils ont été créés justement pour conserver le pouvoir d'achat des consommateurs, donc de nous, la liquidité, c'est-à-dire que dès que vous avez besoin de votre argent, eh ben, vous pouvez l'avoir instantanément. C'est d'ailleurs sur la même application, hein, si vous utilisez un smartphone pour gérer vos comptes, vous avez vos livrets qui sont en dessous de vos comptes et vous faites un virement en instantané. Et il n'y a pas de risque, à part si la banque fait faillite, mais en France, c'est impossible quasiment, eh bien ces 3% sont garantis. Les inconvénients, bah, vous avez vu, c'est les plafonds. Si vous commencez déjà à avoir une grosse épargne, un gros capital, eh bien il va falloir faire autre chose, et ça tombe bien, cette vidéo est faite pour ça, il va falloir investir votre argent différemment. Et également, ça protège, mais ça ne fait pas fructifier plus que ça votre argent, puisque je vous l'ai dit, c'est calqué sur l'inflation. Donc certes, le montant sur votre compte en banque va augmenter, mais la valeur du montant va, elle, diminuer. Aujourd'hui, on est à 3%, alors que l'inflation, elle est entre 5 et 6%. Et du coup, on note le couple rendement-risque à 1 étoile sur 5, puisqu'il n'y a pas de risque à part que votre banque fasse faillite. J'ai mis quand même 1 étoile, puisque en réalité, vous ne perdez pas d'argent, mais vous n'en gagnez pas réellement non plus. On va passer maintenant au placement sûr, en tout cas dit sûr, et c'est ceux qui sont le plus souvent réalisés en France. On va voir les fonds euros de l'assurance vie, ce que vous appelez communément l'assurance vie, mais on verra que dans une assurance vie, on peut mettre plusieurs produits et pas que des fonds en euros. Il va y avoir également les titres monétaires et les obligations. On commence par les fonds euros de l'assurance vie. Aujourd'hui, il y a environ 1800 milliards d'euros qui sont placés dans des assurances vie en France et il y en a 80% qui sont placés dans ces fonds en euros. Tout simplement, vous allez signer un contrat d'assurance vie et c'est l'assureur qui va placer votre argent dans des titres monétaires. Et vous allez avoir une partie des gains qui est très faible d'ailleurs, mais ce n'est pas l'avantage de l'assurance vie. Un des avantages, c'est que c'est garanti en capital, même si l'assureur perd de l'argent, votre capital est garanti. Il ne peut pas baisser. Ensuite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est liquide. Vous pouvez retirer vos fonds en euros quand vous voulez. Mais en soi, ce n'est pas une bonne idée de faire ça, puisque si vous faites une assurance vie, eh bien ça va être pour transmettre un capital, ou alors utiliser pour vous l'argent, mais plus tard, puisqu'il y a des avantages fiscaux, mais à partir de 8 ans, et que ça vous coûte des frais déjà de souscrire à cette assurance vie, et si jamais vous enlevez vos liquidités, eh bien vous allez avoir des frais également. Par contre, l'assurance vie, c'est un très bon moyen de transmettre son capital si on l'a prévu à l'avance, puisque vous allez pouvoir être exonéré de l'impôt sur les successions, par exemple, en cas de décès. Malheureusement, les décès, on ne veut pas trop en parler, et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne mettent rien en place pour le jour où ça arrivera. Mais malheureusement, ça finit toujours par arriver et le mieux c'est d'avoir anticipé, puisque sinon, en plus d'avoir une mauvaise nouvelle, vous avez beaucoup de frais et l'État qui vous récupère une grande partie de votre argent. L'assurance vie, c'est essentiellement fait pour ça. Les inconvénients, eh bien, ça va être le rendement. Vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent dessus. Et il va y avoir également de nombreux frais, je vous ai dit, mais ces frais restent vraiment minimes par rapport à ce que vous prendrez l'État en cas de succession, puisque cet argent ne compte plus dans votre patrimoine. On passe maintenant aux titres monétaires. Qu'est-ce que c'est déjà? Eh bien, c'est des valeurs de très court terme du marché monétaire. Tout simplement, il y a des grandes entreprises et des institutions financières qui ont besoin d'argent sur des courtes périodes. Ça peut aller de quelques jours à quelques mois. Eh bien, vous allez pouvoir jouer le rôle de la banque. Vous allez pouvoir leur prêter de l'argent. C'est en fait en partie ce que fait votre assurance vie d'ailleurs. Sauf que là, vous pouvez le faire en direct. Avec un courtier, par exemple avec DeGiro, qui est un courtier en ligne. J'ai un lien dans la description, ou via d'autres produits d'investissement, on y reviendra plus tard. L'avantage, eh bien, ça va être de pouvoir faire fructifier votre épargne sur du court terme, ce qui est assez rare d'avoir des placements sûrs sur le court terme. Et justement, l'autre avantage, c'est que c'est un placement sûr. L'inconvénient, c'est qu'il va y avoir des montants minimums qui sont assez élevés. Et oui, parce que les grandes entreprises, les grandes institutions, elles vont pas avoir besoin de 500 euros, 1000 euros. Ça va vraiment être des montants qui sont élevés, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros minimum. L'inconvénient, eh bien, ça va être que c'est assez technique de comprendre comment ça fonctionne, de choisir les bons titres monétaires. Ça demande déjà de s'y intéresser un petit peu, donc on sort presque de l'investissement pur et dur, puisqu'il y a quand même une partie où vous devez comprendre comment faire. Et ensuite, ça va être la fiscalité qui est assez complexe à comprendre, et surtout, eh bien, c'est taxé. À partir du moment où vous faites une plus-value, ou alors que vous avez des rendements, c'est taxé. Soit par la flat tax à 30%, soit en fonction des titres, ça peut être un petit peu moins, mais il y a toujours les prélèvements sociaux d'au moins 18%. On va passer maintenant aux obligations. Cette fois-ci, ça va pas être sur du court terme, mais ça va être en fait d'acheter des dettes
d'États et de très grandes entreprises. Tout simplement, normalement, les États ils vont aller emprunter à la Banque centrale et elles émettent également des obligations que vous pouvez acheter, vous, en tant que particulier, que les entreprises peuvent acheter, que les autres pays peuvent acheter, et c'est comme ça que se finance un État. Les avantages, eh bien, ça va être que quand vous achetez une obligation, eh bien, vous allez acheter une obligation avec un intérêt déjà déterminé. Vous savez donc déjà combien elle va vous rapporter. Et à quelle date? On appelle ça le coupon. Le capital est préservé également. Si vous investissez dans des obligations de pays comme la France ou l'Allemagne ou les États-Unis, tant que le pays ne fait pas faillite, les dettes vont être remboursées. Ça peut être une bonne diversification dans votre portefeuille. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les obligations, c'est un marché qui est liquide. Vous pouvez acheter et vendre des obligations de la même manière que des actions. Votre capital n'est pas bloqué. Je rajouterais même qu'en ce moment, les obligations sont devenues de très bons produits, ou plutôt sont redevenus de très bons produits. Pourquoi? Puisque justement, en inconvénient ici, on avait une forte sensibilité à l'économie, puisque leur prix va être déterminé en fonction du taux d'intérêt directeur. Eh bien oui, les États, ils vont emprunter aux banques centrales à un certain taux, ce qu'on appelle le taux directeur. Eh bien, le prix de ces obligations va être déterminé par ce taux directeur. Ceux qui ont investi dans les obligations ces dernières années ont perdu de l'argent, puisque quand vous achetez une dette à long terme et que le taux d'intérêt est déterminé, c'est exactement comme vous, quand vous empruntez à la banque pour acheter une maison par exemple. Imaginons que vous achetez une maison avec un taux d'intérêt à 3%, eh bien ça va être 3% chaque année, d'accord? 3% annuel. Vous savez à l'avance combien vous allez payer. Et quand les taux d'intérêt montent, vous êtes content d'avoir acheté à 3% quand ils sont à 8%. On est d'accord. Par contre, quand ils baissent, eh bien, vous n'êtes pas content puisque vous avez emprunté à 3% et que là, c'est à 1%. Eh bien, les obligations, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens, puisque c'est vous qui allez acheter une dette. Donc, si vous avez acheté des dettes ces dernières années à 1% d'intérêt, par exemple, vous avez acheté une obligation à 100 euros à 1% d'intérêt par an pendant 10 ans, et bien là, comme les taux d'intérêt ont explosé, qu'ils sont à quasiment 5% sur le 10 ans, et bien vous ne gagnez plus que 1% par an, alors que maintenant, ils sont à 5% par an. Et maintenant, c'est redevenu intéressant puisque là, on est à la fin des hausses de taux d'intérêt des banques centrales. Donc vous pouvez acheter des obligations qui sont à 5% sur le 10 ans et les taux vont redescendre. En tout cas, c'est la théorie. Pour acheter des obligations en direct, la plupart du temps, ça se fait avec des organismes de placement, les OPCVM, puisque comme pour les titres, le montant minimum d'une obligation est de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on le fait à travers de fonds d'investissement, ce qui nous permet de pouvoir rentrer à une valeur bien inférieure. En rendement risque, eh bien je vous ai mis 2 étoiles sur 5. En réalité, aujourd'hui, dans la situation économique actuelle, ce serait même 1,5 étoile sur 5, d'accord? Puisqu'on est vraiment au bon moment pour acheter des obligations. Par contre, il y a 2 ans, j'aurais mis 4 étoiles. On va passer maintenant à l'immobilier. Le placement préféré des Français, on est les champions du monde en immobilier. Et on va voir d'ailleurs après pourquoi on a plein de dispositifs qui sont mis en place. Je vais séparer l'immobilier en 2 parties. On va voir la partie physique, donc vous achetez réellement un bien, il vous appartient, et ce qu'on appelle la pierre papier, où vous allez être propriétaire de parts de sociétés immobilières. Je tiens juste à préciser avant que je ne parle pas de votre maison. Acheter sa maison n'est pas un investissement. Ça va vous permettre effectivement de ne pas donner de loyer à un propriétaire, mais par contre, ça n'est pas considéré comme un investissement. Vous dépensez de l'argent tous les mois et ça ne vous rapporte rien. Au contraire, ça vous coûte plus cher. Maintenant que cela est dit, passons tout de suite à l'immobilier physique. On va pas aller très très loin dans l'immobilier, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de possibilités. Soit vous avez l'investissement courte durée, donc dans ce cas-là, vous allez faire du meublé, et il pourra y avoir un abattement fiscal, mais cette partie, je l'enlève de ma présentation, parce que je vous ai dit, ça c'est de l'investissement actif. De la courte durée, vous allez devoir vous en occuper, ou alors avoir une société de gestion derrière, et dans ce cas-là, ça reste un investissement, mais ça ronge votre rentabilité. Et ensuite, on va voir la longue durée, où on aura 2 cas, soit c'est neuf ou rénové,
Vous pouvez ensuite meubler et faire des locations étudiantes par exemple, ou alors le louer non meublé. Et si vous l'avez acheté neuf ou rénové, eh bien il y a le dispositif Pinel qui est mis en place. Et sinon vous pouvez également acheter d'occasion. Et dans ce cas-là, si vous louez meublé, vous avez des avantages fiscaux, qui se retrouvent d'ailleurs ici aussi, hein. Et ça, ce n'est qu'une toute petite explication sur les possibilités qu'il y a en immobilier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la notion d'investissement. Donc on va aller voir les avantages et les inconvénients. Le plus gros avantage, c'est vraiment l'effet de levier. Qu'est-ce que c'est que l'effet de levier? C'est tout simplement que vous allez pouvoir investir de l'argent que vous n'avez pas, puisque vous allez emprunter à la banque de l'argent. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens confondent l'argent qu'ils ont réellement et l'argent qu'ils ont, mais sans enlever ce qu'ils doivent à la banque. Au début, quand on est propriétaire, c'est la banque qui est propriétaire, ce n'est pas vous. Mais bon, l'effet de levier va vous permettre de pouvoir investir avec de l'argent que vous n'avez pas. Et ça, c'est vraiment une force que vous avez, surtout dans l'immobilier. Vous allez pouvoir vous endetter aux alentours de 33% de vos revenus. C'est comme ça que fonctionnent également les entreprises, qu'elles peuvent grandir et croître, c'est en s'endettant pour pouvoir innover, pour pouvoir mettre en place de nouveaux produits. Le deuxième avantage, eh bien, c'est vraiment la lutte contre l'inflation. C'est un marché qui a un rendement qui est supérieur à l'inflation, donc il va pouvoir vous protéger. Et également, les prix de location que vous allez mettre vont évoluer en fonction de l'inflation. Ensuite, il va pouvoir y avoir des avantages fiscaux en fonction de ce que vous voulez faire. Je les ai présentés très rapidement juste avant. Et vous allez avoir un rendement qui est en théorie constant et prévisible et assez intéressant. Il y a quand même des inconvénients. Déjà, ça va être la capacité d'emprunt. Pour pouvoir emprunter, il faut être dans une situation qui le permet. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Une petite pensée pour mes collègues indépendants. Et quand il y a une grosse montée des taux d'intérêt, eh bien votre capacité d'emprunt diminue fortement. Ensuite, il va y avoir des frais. Quand on achète, on a des frais de notaire, on a plein de frais qu'il faut calculer au préalable. On ne se dit pas juste je vais acheter cet appartement pour le mettre en location. Si on veut être rentable, il va falloir faire une étude de rentabilité avant et calculer vraiment tous les frais et combien ça va vous rapporter ensuite. Un des gros inconvénients pour moi, eh bien, ça va être la liquidité. Elle est nulle. C'est-à-dire que vous achetez un appartement, si vous avez besoin d'argent, eh bien, vous ne pouvez pas l'avoir. Cet argent, il est dans la pierre. Et pour pouvoir retrouver votre argent, vous allez devoir vendre votre appartement. Mais pour que ce soit rentable, vous allez devoir attendre plusieurs années, que ça rembourse au moins vos frais de notaire, par exemple. Et vous le savez sans doute, mais quand on fait un emprunt, au début, la plus grosse partie de ce qu'on rembourse, ça va être les intérêts et non pas l'emprunt. On paye d'abord la banque avant de payer ce qu'on doit à la banque. Enfin, les deux se font en même temps, mais c'est en grande partie au début les intérêts. Et là, le dernier inconvénient qui pour moi est également le plus gros, c'est que ça ne s'improvise pas. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir être rentable, il faut que vous ayez analysé le projet. La plupart des gens que je connais qui font des investissements dans l'immobilier perdent de l'argent. Si vous n'êtes pas formé au métier ou si vous n'avez pas tous les paramètres, vous allez perdre de l'argent. Et un investissement qui vous fait perdre de l'argent tous les mois n'est pas un bon investissement. Ce n'est pas un investissement. Même si vous pensez capitaliser, si vous perdez de l'argent tous les mois, ce n'est pas une bonne chose. Et j'espère que cette vidéo vous fait comprendre pourquoi. Par contre, une fois qu'on maîtrise le sujet, l'immobilier peut être très rentable, surtout si vous avez acheté à un bon moment et que votre bien a pris de la valeur. Il faut faire attention également dans l'immobilier à une chose qui nous a d'ailleurs été rappelée récemment, les lois peuvent changer. Et aujourd'hui, la mentalité de l'État, c'est de taxer les propriétaires. Vous avez vu les taxes d'augmentation, il y en a qui ont augmenté de plus de 20%, même largement plus que ça, en une seule année. Donc quand vous faites un calcul de rentabilité avec une taxe foncière déterminée et qu'elle prend plus de 20% par an, eh bien, votre rentabilité, elle est complètement anéantie. Donc attention quand même à l'immobilier. Je dis oui, mais pas tout seul, accompagné. Et c'est d'ailleurs le point suivant qui va être pour moi la meilleure chose à faire si vous voulez investir dans l'immobilier sans vous prendre la tête, comme on a dit au début, dans le cadre du cash flow, à 100% un revenu passif, eh bien vous allez pouvoir investir via des SCI, des SCPI, des OPCI. Voilà, vous avez plusieurs types de sociétés qui sont prévues pour ça. Et en fait, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez investir des parts dans une société qui gère de l'immobilier et vous allez avoir un rendement pour ça. Exactement comme si vous qui faisiez tout, sauf que vous ne le faites pas.
Ce sont des pros qui le font et vous touchez de l'argent. Et évidemment, regardez, mon couple rendement-risque, on a perdu une étoile, on était à 3 étoiles pour l'immobilier simple et là on est à 2,5. Puisque le fait de le faire faire par des professionnels, eh bien forcément, ils vont prendre des frais dessus. C'est normal. Donc ils prennent des frais, mais vous n'avez rien à faire. Vous gagnez moins, mais en revanche, vous prenez beaucoup moins de risques. Et si vous avez des problèmes avec des locataires, par exemple, des impayés ou alors plein de choses qui peuvent arriver dans l'immobilier, puisque là on parle de choses physiques, donc il peut arriver vraiment beaucoup de choses, des dégâts, des personnes qui refusent de payer, qui refusent de partir, enfin bref, vous savez dans quel monde on vit. Eh bien quand vous investissez via une société d'immobilier, vous n'avez pas de souci, ce n'est pas à vous de gérer ça. Les avantages, eh bien, c'est que vous pouvez quand même investir avec un effet de levier. C'est la même chose. On retrouve donc exactement les mêmes avantages, avec en plus une facilité de gestion, puisque vous ne faites rien. Et par contre, pour les inconvénients, eh bien cette fois-ci, vous n'aurez plus le ne s'improvise pas, puisque vous pouvez l'improviser. Ce n'est plus vous qui allez tout gérer. Vous sacrifiez une partie de vos rendements théoriques pour de la sécurité. On va passer maintenant aux actions. Si vous me connaissez un petit peu et que vous connaissez cette chaîne, vous savez que les actions, ben pour moi, c'est quand même quelque chose à avoir absolument dans son portefeuille. On va voir ça en 3 parties. On va voir les actions cotées avec les ETF, on va voir le private equity et les fonds d'investissement. Il y a plusieurs manières d'investir dans les actions et vous allez pouvoir le faire à partir de plusieurs véhicules qui sont le PEA, donc le plan d'épargne action, le CTO, le compte titre ordinaire et l'assurance vie également. Et oui, vous allez pouvoir investir dans les actions via votre assurance vie. Et dans les actions, on va avoir 2 grands types d'actions. En fait, en réalité, on aurait pu même faire beaucoup plus de parties que ça, mais c'est vraiment pour vous donner un petit aperçu. On a les actions de croissance vs les actions de valeur. Et c'est très important parce que les actions de croissance, c'est des actions à potentiel très élevé. C'est comme en fait un appartement. Vous pouvez soit acheter un appartement dans l'espoir qu'il prenne de la valeur, ou alors acheter un appartement pour le loyer qu'il vous donne tous les mois. Et bien là, c'est la même chose. Soit vous achetez des actions de croissance qui ont un potentiel vraiment à long terme explosif, donc vous achetez une action 100 et vous la revendez 1000, imaginons au bout de 30 ans, et des actions de valeur. Donc les actions de valeur, ça va être l'autre partie, ça va être comme si vous achetiez votre appartement pour les loyers qui tombent chaque année. Et bien là, c'est pareil, les actions de valeur, ça va être acheté pour les dividendes majoritairement. C'est avec les entreprises qui versent des dividendes, c'est un choix. Elles peuvent dédier une partie de leurs bénéfices pour les actionnaires. Donc ce sont des entreprises qui sont là depuis longtemps, qui ont déjà un bénéfice établi depuis longtemps et qui versent une partie de ce bénéfice pour leurs actionnaires. C'est ce qu'on appelle les dividendes. On commence tout de suite avec les avantages et les inconvénients des actions cotées et des ETF. Quand je parle d'actions cotées, c'est qu'elles sont cotées sur des places boursières. Par exemple, en France, on a Euronext, qui est la place boursière à Paris, et toutes les sociétés du CAC 40, les 40 plus grandes sociétés françaises, sont cotées à Euronext. Aux États-Unis, on a par exemple le Nasdaq ou la bourse de New York. Et une action est tout simplement une part de société. Donc quand vous achetez une action, vous achetez une part d'une société. Quand la société évolue, eh bien le prix de l'action évolue, mais elle peut soit augmenter, soit diminuer. Donc ça peut être très rentable ou ça ne peut ne pas l'être. Il y a vraiment une notion fondamentale qui est une perte de capital possible. Comme tout investissement d'ailleurs, quand vous achetez une maison, si vous achetez un endroit qui perd de la valeur, votre maison va perdre de la valeur. Si vous avez votre argent dans une banque et la banque fait faillite, vous avez perdu votre argent. C'est la même chose tout le temps. En France, les banques sont très protégées, donc on ne se pose pas cette question. Mais ce n'est pas le cas aux États-Unis, par exemple. Si ça vous intéresse, j'ai une formation bourse complète pour vous expliquer justement comment commencer à investir dans les actions et les ETF pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que tout ça. Donc les avantages, eh bien, ça va être le rendement possible, surtout les actions de croissance, soit le potentiel de croissance qui va vraiment être intéressant, soit le rendement des dividendes selon les entreprises que vous avez choisies. Il faut bien comprendre que la bourse, c'est un écosystème complet, donc à l'intérieur même de la bourse, vous allez pouvoir diversifier, vous allez pouvoir avoir plusieurs types d'actions dans plusieurs secteurs, dans plusieurs parties du monde, et cette diversification va vous permettre de protéger votre portefeuille. Vous allez pouvoir acheter des ETF également. Ce sont des véhicules d'investissement qui peuvent vous permettre d'investir dans plusieurs choses. Par exemple, comme on a vu tout à l'heure, il y avait des obligations.
On avait vu également les titres monétaires, donc des titres à court terme. On a par exemple des bons du trésor, des certificats de dépôt, des obligations de court terme. Et tout ce genre de choses, eh bien, vous allez pouvoir investir via des ETF. Il faut le voir ici comme un fonds de gestion, mais à des frais vraiment réduits. Les autres avantages, eh bien, comme je vous l'ai dit, ça va être les dividendes pour les sociétés qui en versent, elles n'en versent pas toutes. Et ça va être également la liquidité. Et oui, quand vous êtes dans le marché coté, vous avez une action, vous voulez la vendre, tant que la place de marché est ouverte, eh bien, vous mettez un ordre de vente, vous pouvez le vendre au marché, et dans ce cas-là, c'est direct. Les inconvénients, eh bien, ça va être la volatilité déjà. Il faut être capable de pouvoir voir son compte en banque descendre avant de monter, ou encore pire, monter et ensuite qu'il descende et ne pas vendre au mauvais moment. Il va y avoir vraiment une psychologie à avoir, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une formation pour vous expliquer tout ça, puisque dans la théorie c'est facile, mais il faut savoir quand même bien gérer son argent, il faut être capable de le faire. Au niveau de votre profil d'investisseur, ça se traduit par être au moins équilibré, voire offensif, pour pouvoir réussir à gérer ça. Et ça, ce n'est pas le cas de tout le monde, et surtout, ce n'est pas adapté à tout le monde. Et deuxième chose très importante, les actions, pour pouvoir être sûr, ou en tout cas quasiment sûr d'être rentable, il faut avoir une vision à long terme. Car même si vous ne vous y intéressez pas, vous en entendez parler au moment où il y a des crises économiques. Quand il y a des crises, quasiment toutes les valeurs vont chuter, surtout les valeurs de croissance. Et si vous avez investi juste avant une crise économique, eh ben, il va falloir du temps pour que ça remonte. Historiquement, ça remonte toujours. Même si les performances passées ne présument pas des performances futures, il faut toujours se rappeler ça. Mais sur le long terme, vous êtes quasiment toujours gagnant. Attention cependant sur quelle action vous investissez. Si vous investissez sur une société qui est en train de couler, eh bien vous pouvez perdre tout l'argent, évidemment. C'est pour ça qu'il y a des ETF qui peuvent représenter également des paniers d'actions, des indices qui vont être plus pertinents si vous ne voulez pas vous y intéresser. Et comme ici on parle d'investissement, je ne parle pas de stock picking par exemple, qui est l'inverse de l'investissement passif, c'est de l'investissement actif qui va simplement être de chercher une action à un prix bas, en tout cas que vous estimez bas, dans l'espoir qu'elle remonte et que vous vendiez plus cher, et que vous essayez donc de faire du market timing, c'est-à-dire que vous allez vouloir deviner les mouvements de marché pour gagner plus. Ça, on est plus dans du trading, dans du swing trading, et pour moi, ce n'est plus vraiment de l'investissement. Et c'est beaucoup plus risqué. Le rendement risque, eh bien, on est quand même à 4 étoiles sur 5, hein, on va pas se mentir. Vous pouvez gagner beaucoup, mais vous pouvez perdre beaucoup. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, je parle de couple rendement-risque, mais je ne l'ai pas vraiment expliqué, je ne l'ai pas vraiment défini. Il y a une loi simple dans n'importe quel investissement. Si vous voulez gagner, il faut être capable de perdre. Quelque chose qui peut vous permettre de gagner 10% peut vous faire perdre 10%. Quelque chose qui peut vous permettre de gagner 20% peut vous faire perdre 20%. Le gain est toujours au moins proportionnel à la perte potentielle. Mais on ne parle pas de l'auto non plus ici, si vous faites les choses bien. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas perdre plus de 100% de ce que vous avez mis, mais vous pouvez gagner, bien sûr, évidemment, beaucoup plus de 100%. Voilà pour les actions cotées et les ETF. Si ça vous intéresse, j'ai plusieurs vidéos qui peuvent être pertinentes pour vous avant de vous lancer ou même juste pour en savoir un petit peu plus sur les marchés, comment ça fonctionne. C'est vraiment nécessaire et essentiel de savoir ça, hein, parce que acheter et vendre c'est très facile, mais savoir ce qu'on achète ou ce qu'on vend c'est un peu plus complexe, mais c'est ça qui va vous faire gagner de l'argent sur le long terme. On va passer maintenant au private equity. C'est également des actions, donc vous achetez également des parts d'entreprise, mais cette fois-ci ce n'est pas sur des marchés cotés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer par un courtier directement et faire ça en 2 clics sur votre portable. C'est des actions qui vont s'échanger en dehors du marché boursier. Il y a plusieurs manières de faire ceci. Je vous en reparle juste après. Mais les avantages, eh ben, c'est justement que vous allez pouvoir trouver des opportunités que tout le monde n'a pas. Vous allez pouvoir investir dans des entreprises avant même qu'elles explosent. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un potentiel énorme. Une fois que ces entreprises auront explosé, elles seront cotées en bourse. Mais avant qu'elles ne le soient, vous pouvez déjà investir dedans. Mais attention, c'est un pari, car il est possible que les entreprises dans lesquelles vous investissiez n'aient jamais la croissance espérée. Les startups sont beaucoup plus dangereuses que des entreprises qui sont déjà établies. Vous allez également pouvoir avoir une participation active, mais j'ai laissé ça quand même comme un investissement, puisque vous n'êtes pas obligé de participer activement. Mais selon combien vous investissez, eh bien, vous allez pouvoir participer à la gestion et à la direction des entreprises. Et vous allez pouvoir influencer positivement les performances. Et comment c'est possible? Eh bien justement,
J'ai mis ça dans les inconvénients parce qu'il y a quand même des minimums importants pour pouvoir investir, puisque à partir du moment où vous faites partie du conseil d'administration, par exemple, eh bien, c'est que vous avez déjà une grande part du capital de l'entreprise. Et c'est pourquoi, généralement, c'est ouvert à partir de centaines de milliers d'euros. Les inconvénients également, c'est que dans le private equity, vous avez le capital qui est bloqué. Vous allez investir votre argent dans le capital d'une entreprise et il faut qu'il y reste. Vous ne pouvez pas l'enlever du jour au lendemain, évidemment, sinon l'entreprise va couler directement. Ce n'est pas vrai pour toutes, mais la plupart ont des périodes de blocage de capital. Ensuite, ça va être la complexité d'analyse de l'entreprise, du potentiel de l'entreprise, de son fonctionnement. En tout cas, si vous faites ça en direct, et il va y avoir des frais. Les frais ils vont être plus élevés que sur le marché coté. On ne parle pas de la même chose, puisqu'ici on parle vraiment d'investir dans une entreprise. Alors avant tout, le rendement risque il est énorme et pour une très bonne raison. Car selon là où les entreprises dans lesquelles vous allez investir, le rendement va être complètement différent. Et oui, selon le contexte économique, il y a des entreprises qui vont bien performer, d'autres pas du tout. Donc ça va dépendre vraiment des entreprises dans lesquelles vous avez investi. On pourrait dire aussi que le private equity, généralement, il est décorrélé du marché action. Il y a beaucoup moins de spéculation dessus, notamment puisque le capital est bloqué. Soit vous pouvez investir en direct, et là ça va être très complexe, soit vous pouvez investir via des fonds d'investissement. Et c'est ça qu'on va voir juste après, c'est ça qui va être important, c'est les fonds d'investissement. Ça va être des véhicules d'investissement qui vont vous permettre de faire plein de choses, et notamment qui vont vous permettre d'avoir accès à plus de choses. Des choses auxquelles vous n'auriez pas eu accès tout seul en tant qu'investisseur particulier. Les fonds d'investissement, ça peut être vraiment plusieurs choses. C'est tout simplement des fonds, comme son nom l'indique, avec plusieurs investissements possibles à l'intérieur. Des fonds d'investissement, il en existe des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Là, dans cette vidéo, je vous présente tous les investissements qu'il est possible de faire. Eh bien, le fonds d'investissement, c'est quelqu'un à qui vous avez donné votre argent et qui va le faire à votre place. Et en fonction du fonds d'investissement que vous choisissez, eh bien, à l'intérieur de ce fonds, il y aura telle ou telle chose. Par exemple, 10% d'actions, 30% de SCPI, etc., etc. Un des avantages vraiment, ça va être la diversification. Selon ce que vous préférez, vous allez pouvoir le faire à partir d'un fonds d'investissement. Il va y avoir également une gestion professionnelle, ce n'est pas vous qui allez gérer le fonds. Vos émotions ne vont pas tout détruire votre stratégie, ce qui est peut-être une très bonne chose. Ensuite, on a l'accessibilité, je vous l'ai dit. Grâce au fonds d'investissement, vous allez pouvoir participer à des marchés et des classes d'actifs auxquels vous n'aurez pas pu avoir accès autrement. Donc ça peut être un très bon moyen d'investir. Et il y a également, bien sûr, la transparence. Vous savez dans quoi vous investissez. C'est quand même obligatoire de montrer ce qu'il y a à l'intérieur du fonds d'investissement. Et en inconvénient, il va y avoir la performance. Mais en fait, pas forcément. Ça va dépendre vraiment du fonds d'investissement dans lequel vous investissez, tout simplement, dans lequel vous mettez vos billets. Et oui, parce qu'il peut être extrêmement performant comme il peut être complètement sous-performant. Ça va dépendre de ce que vous choisissez. Vous allez pouvoir prendre un fonds d'investissement qui a un couple rendement-risque très faible, qui serait composé justement d'obligations sûres, de SCPI, etc. Ou alors vous allez pouvoir prendre un fonds d'investissement très risqué, et là, évidemment, le couple rendement-risque va augmenter. Ensuite, l'inconvénient, ça va être le contrôle. Dans le fonds d'investissement, vous ne choisissez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez investir dans ce véhicule d'investissement et ensuite, il sera contrôlé automatiquement par le gérant de fonds. Bon, c'est un peu le principe du fonds d'investissement. Si vous voulez tout contrôler, vous ne prenez pas un fonds d'investissement. Et ensuite, il va y avoir des frais. Il va y avoir des frais d'entrée, des frais de gestion et d'autres frais. Et la fiscalité, vous allez être imposé dessus. Sur les dividendes s'il y en a, sur les plus-values, etc., etc. Les fonds d'investissement, ça va vraiment être ce vers quoi les conseillers en gestion de patrimoine vont vous orienter. Et pour une très bonne raison. Si vous ne savez pas exactement dans quoi investir, tout simplement, on va déterminer votre profil d'investisseur et on va vous conseiller des fonds d'investissement adéquats à votre profil. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille si vous ne voulez pas vous y intéresser plus que ça. Si vous ne voulez pas gérer vous-même tous vos investissements, mais quand même faire croître votre patrimoine. Je travaille d'ailleurs moi-même avec des conseillers financiers si ça vous intéresse, et je peux vous aider à déterminer votre profil d'investisseur pour voir ce qu'il est possible de faire. Allez voir dans la description, j'ai mis un petit lien si cela vous intéresse.
Et si vous voulez tout gérer vous-même, eh bien continuez à regarder cette chaîne, mettez un thumbs up, abonnez-vous et je vous donnerai toutes les billes pour que vous le fassiez vous-même. On va passer maintenant au placement alternatif. En fait, il va y en avoir plusieurs. On va voir les fonds de défiscalisation. Sur le papier, c'est très joli, mais on va voir ce qui le compose. On va voir l'art, les voitures de collection, les bouteilles de vin et tous les objets de collection et tout ce genre de choses. Les matières premières, le blé, l'eau, tout ça, les matières premières quoi. Et les métaux. J'ai mis surtout l'or puisque c'est la référence en matière d'investissement. On voit ça. On commence avec les fonds de défiscalisation, les FCPI et les FIP. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou peut-être pas d'ailleurs, puisque pour avoir accès aux fonds de défiscalisation, il faut déjà avoir un revenu qui est très élevé, puisque pour que ce soit intéressant de défiscaliser, il faut déjà avoir une fiscalité élevée. C'est QFD. Les FCPI, ce sont des fonds communs de placement dans l'innovation, et les FIP, ce sont des fonds d'investissement de proximité. En gros, il y a deux grandes catégories. Soit vous pouvez investir dans l'innovation, soit dans la proximité. L'innovation, ça va regrouper les startups, des entreprises technologiques et innovantes. Et pour les FIP, on va vraiment être sur des investissements d'entreprises locales, la plupart du temps dans une région spécifique de la France. En fait, c'est une combinaison du private equity avec des entreprises très particulières. C'est pour ça qu'on va pas trop s'attarder dessus. Il y a quand même des avantages, et bien ça peut être un rendement intéressant, mais qui peut être aussi très mauvais, ça va dépendre. Comme c'est des startups, je vous ai dit, il y a beaucoup plus de risques. D'ailleurs, regardez le couple rendement-risque, on est à 4,5 sur 5. Il peut y avoir un avantage fiscal, c'est un fonds de défiscalisation, donc une réduction d'impôts. Ça peut être intéressant pour vous pour diversifier votre portefeuille, d'avoir une petite partie dessus. Et si vous voulez soutenir une économie locale, ça peut être intéressant aussi d'investir de manière éthique. Les inconvénients, eh bien, ça va être la liquidité. Ici, c'est comme le private equity, on va être sur des fonds qui sont bloqués. Dès qu'il y a défiscalisation, il y a beaucoup de règles. Ça va être intéressant également sur le long terme, sauf que vous ne pouvez pas savoir à l'avance si ça va être des bonnes ou des mauvaises performances. Dans l'innovation, on ne sait jamais. Et bien sûr, il va y avoir des restrictions. Les entreprises dans lesquelles vous allez pouvoir investir, eh bien, elles ne sont pas beaucoup. Il faut qu'elles soient éligibles et qu'elles respectent beaucoup de critères. Et rien que ça, déjà, ça peut, pour les entreprises, les pénaliser dans leur gestion. Mais ça peut être quand même intéressant à noter si vous avez des revenus qui sont énormes et que vous ne voulez pas les partager avec moi. On passe donc maintenant aux objets de collection, l'art, le vin, le luxe et tout ça. Vous connaissez un petit peu, mais ça se trouve, vous vous êtes dit, mais pourquoi est-ce que les riches achètent des tableaux super chers? Eh bien, simplement parce que c'est une manière de défiscaliser. Dans certains endroits, donc pas partout, vous allez pouvoir bénéficier de déductions fiscales pour l'achat d'œuvres d'art, par exemple. Et il y a également des exonérations de plus-value qui sont possibles. Il y a beaucoup de choses possibles là-dedans. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont énormément d'argent ont également des œuvres d'art. Ce n'est pas uniquement pour montrer au monde qu'ils ont un Picasso. Mais il peut y avoir également cet avantage-là, c'est le plaisir. Quand vous achetez des œuvres d'art, eh bien vous avez des œuvres d'art chez vous. C'est joli. Enfin, tout dépend du style que l'on veut donner. L'inconvénient majeur, ça va être la liquidité. Vous avez un tableau. Vous ne pouvez rien acheter avec un tableau, il va falloir le revendre pour pouvoir avoir ses fonds. Également les frais. Vous ne pouvez pas acheter une vraie œuvre d'art sans la déclarer. Ça va vous engendrer des frais. Ensuite, la complexité de vente. Une vente d'un tableau à plusieurs millions d'euros, ça ne se fait pas comme vendre une action par exemple. Également la valeur subjective. Il va y avoir une valeur qui est donnée pour l'œuvre d'art, mais c'est vraiment subjectif, ce n'est déterminé sur rien, ça peut baisser, ça peut monter, et justement il peut y avoir une volatilité qui est extrêmement importante en fonction de l'intérêt, de l'engouement. Le couple rendement-risque est à 4,5 sur 5, puisque ça peut être vraiment très dangereux, comme ça peut être vraiment très intéressant. Honnêtement, c'est pas là-dessus que je vous conseille de partir. Ensuite, on va avoir les matières premières. On va retrouver là-dedans tout ce qui est eau, les métaux et tous les actifs tangibles. Il y a plusieurs manières d'investir dedans. Soit vous les achetez physiquement, soit il y a des contrats à terme, des ETF ou des actions en rapport, donc des sociétés minières ou pétrolières et tout ce genre de choses. Soit vous achetez avec des options ou des fonds d'investissement de matières premières. Plein de choses qu'on a déjà vues avant. Il faut juste faire attention parce que si vous mettez des options et que vous ne comprenez rien et qu'on vous livre 200 tonnes de blé chez vous, c'est dommage. Les avantages, eh bien, ça va être un refuge sur l'inflation, puisque par définition, l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Et les matières premières, ce sont les premières choses qui vont augmenter. Donc ça va être un refuge, évidemment. La diversification, si vous avez un portefeuille composé de plein d'actions et par exemple de matières premières, eh bien quand il y a une crise boursière, vos matières premières vont continuer à performer pendant que vos actions vont descendre. Également, l'avantage, c'est qu'il y a une demande croissante des matières premières et que du coup, par définition,
Quand il y a une demande croissante, le prix va être croissant également. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les inconvénients, eh bien, ça va être la volatilité extrême. Par exemple, si vous avez investi sur le blé et qu'il y a une tempête qui détruit toute la culture, eh bien, vous avez perdu beaucoup d'argent. Ensuite, ça va être la complexité d'investir. Il y a beaucoup de manières d'investir sur beaucoup de produits. Il faut quand même s'y intéresser pour pouvoir investir dedans si vous ne passez pas par un fonds d'investissement. Ce qu'on ne dit pas généralement, c'est quand même qu'il y a une grosse partie éthique, et je dirais plus qui n'est pas éthique du tout. Quand vous investissez dans l'eau, vous faites augmenter le prix de l'eau, par exemple, ou des matières premières, vous allez affamer des populations. Il faut toujours réfléchir aux conséquences de vos investissements, parce que quand les prix vont augmenter, certes, vous allez vous enrichir, mais il y en a d'autres qui vont s'appauvrir. Ça marche évidemment toujours comme ça, mais ce n'est pas la même chose de vous enrichir sur le fait que des gens achètent des choses qui sont inutiles pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont de l'argent pour l'acheter, que pour les matières premières. Et ensuite, on va voir la fiscalité, qui est un inconvénient qui est extrêmement complexe sur les matières premières. Ça va vraiment dépendre de chaque produit dans lequel vous investissez. Donc, ça peut être vite un casse-tête. Mais tout ça, les matières premières, ça peut également vous rapporter beaucoup. Et le dernier des alternatives, c'était notre fameux caillou jaune, c'était l'or. Et oui, l'or qui est bien connu pour être un refuge contre l'inflation, l'or qui s'échange depuis des centaines d'années, même plus que ça, qui est vraiment la valeur refuge. En tout cas, en théorie. En gros, pendant les crises économiques, l'or va performer, va prendre de la valeur. Les investisseurs vont retirer leurs investissements des actions et de tout ce qui est de société à risque pour y mettre dans quelque chose de physique. Il y a également plusieurs manières d'investir dans l'or. Il y a l'or physique, vous pouvez acheter de l'or et le stocker, ce qui est la meilleure chose à faire, ou en tout cas une des meilleures choses, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs autres choses, ou alors acheter de l'or papier, mais alors là c'est vraiment ce que je ne conseille pas, c'est-à-dire que vous allez investir dans de l'or, mais que vous n'aurez pas physiquement, et en fait, il y a plus d'or papier que d'or physique. Donc si tout le monde demande l'or en même temps, eh bien en fait, vous ne l'aurez pas. Les avantages, c'est que c'est liquide. Si vous voulez acheter ou vendre de l'or, ça se fait directement. Il y a des marchands d'or et un cours officiel. Et également le plaisir esthétique. Si vous êtes un vrai pirate, vous pouvez avoir votre coffre avec tous vos lingots d'or. Mais après, bonjour pour dormir la nuit sereinement sur ses deux oreilles si vous avez tout votre or sous votre matelas. Les inconvénients, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de revenus. L'or, c'est seulement la croissance qui va vous permettre de gagner de l'argent. Vous n'allez pas avoir de dividendes, vous n'allez pas avoir de rendement. La volatilité, en période de sortie de crise, eh bien, tout le monde va vendre son or pour pouvoir justement réinvestir dans des placements un peu plus risqués et qui peuvent rapporter beaucoup plus. Et si jamais vous stockez votre or, eh bien, il peut y avoir des frais de stockage selon le montant que vous avez en or. Donc voilà, l'or qui peut assez bien performer, mais qui peut être également un placement qui ne prend pas grand-chose, pas beaucoup de valeur. Et on va passer maintenant au dernier placement, ça va être les crypto-actifs que j'ai divisé en deux grandes catégories qui sont le Bitcoin, qui est une catégorie à lui tout seul, et les altcoins, d'accord? Donc tout le reste des crypto-actifs. On part bien sûr au début avec la reine des crypto-actifs, des crypto-monnaies, ça va être le Bitcoin, d'accord? Donc je vous parlais d'or juste avant, c'était exprès puisque le Bitcoin est le nouvel or numérique. Il a été créé en tant que tel. J'ai une formation complète sur les crypto-actifs pour vous expliquer un petit peu tout ça et pourquoi c'est une très bonne opportunité en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, donc début novembre 2023. Si le Bitcoin est à plus de 70 000, 80 000 dollars, ça n'est plus du tout une bonne idée d'investir dedans, c'est même le moment de vendre. Voilà, je clarifie juste les choses. Mais le Bitcoin peut avoir un rendement extraordinaire. Il a fait plus de 50 000% en une dizaine d'années. C'est vraiment énorme. Le couple rendement-risque qui est à 5 étoiles. Mais attention, quand on dit rendement-risque, il y a également risque dedans. Les avantages, investir dans le Bitcoin, c'est investir dans l'innovation, dans le futur, dans la blockchain. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment être amené à se développer au fur et à mesure, mais qui le fait d'ailleurs de jour en jour. Le Bitcoin, contrairement à la monnaie et à l'or, il va y en avoir de moins en moins et pas de plus en plus. Donc le Bitcoin est déflationniste et c'est ça qui va faire augmenter sa valeur. Moins il va y en avoir et plus ça aura de valeur. C'est normal. Ensuite, le Bitcoin, ce qui est intéressant pour le moment, je répète encore, mais les performances passées ne présument pas des performances futures, donc c'est vrai pour le moment, mais ce ne sera peut-être pas toujours vrai. Il est cyclique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gros cycles, mais tout comme la bourse, tout comme beaucoup de choses, il suit des cycles économiques. Et en comprenant ces cycles, vous pouvez faire vraiment beaucoup d'argent.
Et il est également très liquide si vous voulez acheter ou vendre du Bitcoin. Aujourd'hui, c'est très facile, ça se fait en quelques secondes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'aurez pas du tout de difficulté à vendre des Bitcoins. Il y a d'ailleurs les grosses institutions financières qui gèrent plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars qui rentrent dans le marché du Bitcoin. Donc ça ne va vraiment pas disparaître du jour au lendemain. Les inconvénients, eh bien ça va être la volatilité. En fait, ça va être aussi un avantage, mais si vous ne voulez absolument pas gérer votre portefeuille et juste investir dans le Bitcoin sur le long terme, eh bien il faut quand même pas le faire n'importe quand. Il y a des périodes dans lesquelles ce n'est pas conseillé d'investir quand son prix est haut, bien que sur 10 ans, 20 ans, vous allez sûrement être rentable. Il vaut mieux attendre 1 ou 2 ans et rentrer au bon moment. Le risque de réglementation également, ça c'est vraiment le risque numéro 1 dans tout le marché des cryptoactifs, c'est que la réglementation change. Par exemple, que ça devienne interdit. Bon, faut faire attention, il y a beaucoup de bruit dans le marché des cryptoactifs, mais au final, il ne se passe pas grand-chose. C'est plutôt l'inverse, c'est des grandes institutions financières qui veulent contrôler le Bitcoin, puisqu'elles veulent contrôler absolument tout, ce qui est normal. Et bien là, elles veulent le contrôler également, donc il y a de plus en plus de réglementation. Et le marché même des cryptoactifs n'est pour l'instant pas régulé, ce que j'ai mis dans un inconvénient, mais qui pourrait être également un avantage, hein. Mais l'inconvénient, c'est que si jamais vous vous faites voler vos bitcoins, eh ben, ils ne sont pas à vous, vous n'êtes pas dans un marché régulier, donc c'est de votre faute. Rendement risque, je vous l'ai dit, 5 étoiles sur 5, vous pouvez vraiment faire énormément d'argent avec, mais si vous ne maîtrisez rien du tout, vous pouvez en perdre énormément également. Et sachez une chose, c'est qu'au moment où vous en entendez le plus parler, ce sera le moins bon moment pour investir. On passe maintenant aux altcoins. Alors là, ça va être encore pire niveau volatilité, niveau changement de valeur. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis 6 étoiles sur 5, pour vous dire à quel point c'est extrêmement dangereux, mais que ça peut extrêmement aussi vous rapporter. Les avantages, eh bien j'ai mis le rendement, hein. Vous pouvez investir 100 € et finir avec 10 000, 50 000, bien sûr en ayant extrêmement beaucoup de chance, en plus d'avoir étudié le marché. On va pas se mentir, la chance est une grande partie. On est plus sur un pari aujourd'hui que juste un investissement fiable. Investir dans les altcoins, donc ça va être l'innovation. Il faut savoir que les altcoins, en fait, contrairement au Bitcoin, qui est juste un cryptoactif à part entière, chaque altcoin a un projet derrière. En fait, les altcoins, soit ce sont des blockchains, soit ce sont des applications sur des blockchains. Et chaque altcoin a une utilité. Enfin, presque tous. Et s'ils n'en ont pas, il faut surtout pas investir dedans. Donc, en investissant dans des altcoins, vous allez investir dans l'innovation et le choix des altcoins. J'ai également une vidéo dessus, va être déterminant sur leur croissance ou non. Et ce choix va vous permettre de trouver des opportunités extraordinaires d'investissement qu'on a pour l'instant que dans les altcoins. Et c'est également un marché liquide si vous voulez acheter ou vendre des cryptos, ça se fait instantanément, pareil, 24 heures sur 24, sans difficulté, en tout cas pour le moment. Les inconvénients, c'est une volatilité extrême, je vous ai dit, vraiment, ça peut perdre 30%, 40% en un jour. Ça peut perdre 100% de sa valeur, même, ou 99%. Et oui, vous pouvez faire un x10, x100, mais vous pouvez faire un x0 également. C'est le principe. Ce que je vous ai dit, couple rendement-risque, il est vrai dans tous les investissements. Et en plus de ça, une société qui peut être extraordinaire, eh bien, peut être complètement sous-cotée. Même si sa valeur réelle est à 100, elle peut avoir une valeur à un moment qui est à 1. C'est le principe de la spéculation. Tout ce qui est altcoin et bitcoin, c'est vraiment de la pure spéculation. L'autre inconvénient, ça va être les risques de réglementation. De la même manière que pour le bitcoin, il peut y avoir d'autres réglementations. Comme ce n'est pas réglementé par les gendarmes boursiers, donc l'AMF en France, l'autorité des marchés financiers, et aux États-Unis, la SEC, qui est la même chose mais pour les États-Unis, régule tout ce qui est du monde financier. Et bien là, ils sont en train de mettre des régulations et à chaque fois qu'ils font une petite régulation, ça bouge énormément le cours des altcoins. Il y a encore d'autres inconvénients. Ici, il va y avoir la sécurité. Vous êtes sur un marché non régulé et vous pouvez acheter n'importe quoi ou alors vous faire pirater. Quand on parle de sécurité, on parle de sécurité des actifs, hein, pas de la vôtre. C'est juste que si vous passez par exemple, une plateforme qui n'est pas fiable, et ben cette plateforme, c'est elle qui va détenir vos crypto-actifs. Et si elle fait faillite, et ben vous l'avez dans l'os. Et le dernier inconvénient, ça va être la sélection difficile. Il y a des milliers de altcoins. Savoir lesquels sont réels, lesquels sont fictifs, va être un vrai casse-tête si vous n'avez jamais étudié ce marché-là. Donc pour la sélection, j'ai une vidéo également faite pour ça avec ma sélection, qui n'est pas la sélection de tout le monde, hein. C'est vraiment ma recommandation, si ça vous intéresse. Et voilà pour le panorama des investissements qui sont possibles
pour vous. J'espère que ça a pu vous apporter une vision un petit peu plus claire de tout ce qu'il est possible de réaliser pour vous. N'hésitez pas à retourner dans cette vidéo, à naviguer dans les chapitres pour voir ce qui est le plus intéressant. Vous avez vu, le couple rendement-risque est vraiment important à comprendre et il n'est pas du tout le même dans chaque classe d'actifs, dans chaque type d'investissement. Et si vous voulez investir mais vraiment que ça ne vous intéresse absolument pas de faire tout ça, eh bien je vous invite à aller vers le lien dans la description pour pouvoir voir ça avec un conseiller financier et ainsi investir soit dans des fonds d'investissement, soit dans des sociétés immobilières, mais en gros investir avec des pros tout en dormant sereinement la nuit. Il ne va rester plus qu'une seule chose à faire, et bien ça va être d'agir, ça va être à vous de faire maintenant, vous avez toutes les cartes en main, vous avez absolument tout. Enfin peut-être qu'il va vous manquer de l'argent maintenant, mais en tout cas, pour quand vous en aurez, vous avez toutes les billes en main pour pouvoir faire fructifier votre argent et devenir un investisseur. Et quand je dis investisseur, vous pouvez investir à partir de 50 € par mois. Il n'y a aucun souci là-dessus. L'important, c'est de construire son patrimoine. Bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai plein d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Et en tout cas, pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!